nous sommes réunis cet après-midi donc pour évoquer la méthanisation, plutôt injection, et les liens possibles envers le monde industriel, et essentiellement des acteurs qui peuvent trouver dans la méthanisation dans sa globalité des réponses à des interrogations à la fois énergétiques, de valorisation de leurs coproduits, on va dire industriels, qui peuvent se méthaniser, et aussi avoir une réponse par rapport à des problématiques peut-être de transport. Avec un point important qui sera réalisé en fin de présentation sur la valorisation potentielle du CO2 sur les unités utilisant dans leur process actuellement du CO2, on va dire fossile, et l'intérêt d'utiliser du CO2 biogénique, c'est-à-dire un CO2 issu de la transformation des plantes sur un cycle très court, c'est-à-dire un cycle annuel. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est dans un premier temps de faire un petit point sur la méthanisation, c'est quoi, et de quoi on parle en termes un peu techniques et de présence sur le territoire. Puis nous aurons un zoom sur le bio-GNV, donc l'utilisation du méthane, du biométhane en tant que carburant, et avec, je dirais, une présentation des solutions à la fois outils de transport, mais aussi comment on fait l'avitaillement de ces véhicules. Et puis enfin, Agria nous présentera le résultat de l'enquête qu'elle a menée auprès d'un certain nombre d'entre vous sur l'utilisation actuelle du CO2 et l'approche CO2 biogénique en substitution de ce dernier. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avancer dans la présentation. C'est juste là, c'est là. Ouais. Voilà. Alors, l'état des lieux, sans vouloir passer beaucoup de temps, si on peut avoir la... D'accord. Normalement, les personnes en vidéo ont bien la bonne version. C'est juste le temps que ça vienne sur notre écran. Alors, normalement, vous devriez voir une carte présentant l'état actuel de la méthanisation. Donc, le nombre d'installations en injection varie, je dirais, presque tous les jours. Donc, à fin septembre, on était à 473 installations qui injectent sur le réseau pour 1500 unités, un petit peu plus, 1600 unités de méthanisation existant en France. Donc, pour une puissance injectée installée de 8 TWh. Donc, soit l'équivalent, on va dire, d'une centrale nucléaire. La part de l'injection prend de plus en plus de place. On est en avance sur la loi de programmation énergétique qui prévoyait en 2023 6 TWh. On est déjà à 8. Vous voyez le gap. Et sur la région Est, on a 102 installations qui injectent. Alors, tout opérateur confondu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des installations qui injectent sur le réseau de transport, GRT, sur notre réseau de distribution, GRDF, mais aussi dans l'Est, on a la particularité d'avoir plusieurs autres opérateurs, entre autres RGDS pour pas citer, Vialis, etc., qui ont aussi des installations au fonctionnement. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la localisation de ces sites-là. Donc, vous allez voir, cette carte va apparaître, l'état actuel fin août des installations connectées à notre réseau. Et par cette cartographie, vous vous rendrez compte que je dirais que tous les territoires sont concernés par des installations, alors de manière plus ou moins importante, mais tous les territoires sont concernés. La répartition, hormis quelques régions, quelques secteurs type Jura,
montagnes vosgiennes qui ont, je dirais là, quelques difficultés à avoir des installations mises en œuvre. Ne sont pas très représentées, mais l'ensemble du territoire y est. Là, je rappelle dans ce cadre-là les objectifs de la PPE qui étaient donc 6% en 2023, 10% en 2030. Il va avoir une révision des objectifs au vu de la situation actuelle et je dirais un booster qui doit être porté par l'État pour amener à des horizons un peu plus importants en 2030. La vision de GRDF est un objectif de 20% en 2030, ce qui est tout à fait atteignable au vu des dynamiques et potentiels actuels. La méthanisation, c'est quoi? On va attendre là, je vous ai remis sur un schéma les différentes étapes que vous avez vues en partie cet après-midi, mais c'est pour rappeler à tout le monde un petit peu ce qu'il en est. La méthanisation, c'est prendre des matières premières fermentescibles et les mettre en digestion, en fermentation dans un milieu contrôlé. Qu'est-ce qui est fermentescible? C'est tout ce qui va être matière hors ligneux. Donc, à partir du moment où vous avez de la matière organique, c'est méthanisable. La difficulté, c'est que chaque matière va avoir des caractéristiques de transformation qui lui sont propres et il va falloir, pour les porteurs de projets, mettre en œuvre des outils permettant de gérer au mieux ces matières premières. On a vu ce matin une installation ne traitant pas d'effluents d'élevage et traitant des matières, on va dire, végétales, des matières d'industrie agroalimentaire qui ont des caractéristiques techniques et physiques qui expliquent les choix mis en œuvre, hygiénisateurs, systèmes d'alimentation particuliers. Quand vous allez avoir des installations qui vont avoir à traiter des matières plus difficiles, de la paille ou autre, il va falloir mettre un certain nombre d'outils en œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie, on va dire, définition d'un projet, la connaissance des matières premières est importante parce qu'elle va définir à la fois l'importance de l'installation et les outils mis en œuvre. Ce qui est important aussi, c'est que ces matières-là, il faut connaître un peu leur potentiel. Et pour connaître leur potentiel, il y a de plus en plus de bases bibliographiques basées sur des analyses de produits qui vous permettent d'avoir une vision des capacités de production par rapport à vos matières. Alors là, il y a une base, on va dire, plutôt d'informations sur la capacité de production des produits. Valor Map, vous avez le lien qui est mis sur la présentation. Alors, je suppose que cette présentation sera accessible après à la fin et vous retrouverez donc sur les diapositives ce lien qui est une base sur laquelle vous pourrez aller chercher en tant que détenteur de produits valorisables, connaître un petit peu les capacités de ces produits-là en termes de production et vous donnant un petit peu la vision de quel produit j'ai, quel intérêt en termes énergétiques il a, ce qui permet de vous donner quand même une vision d'un traitement intéressant. Au-delà de la nature énergétique, des produits vont nécessiter des cadres réglementaires différents en fonction de leur composition. Ce qu'il faut retenir dans la grande majorité, c'est que tous les produits végétaux, peu ou pas transformés, vont pouvoir être dans une catégorie relativement simple en termes réglementaires pour être traités. À partir du moment où vous allez avoir la présence d'éléments carnés, là, on va monter en termes de demande de réglementation et de facto va limiter le nombre d'unités pouvant accueillir ces produits-là. Et l'accueil de produits nécessitant hygiénisation
sur le territoire du Grand Est, il y a à peine une petite dizaine d'installations qui sont équipées techniquement et réglementairement pour accueillir ces produits-là. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête en termes de valorisation de produits sur des produits carnés. Sur les autres produits issus de céréales, fabrication d'amidon, des choses de ce type-là, où il y a des produits végétaux simples, ceux-là peuvent être, qui sont des produits très énergétiques, peuvent être destinés à toutes les méthanisations, entre guillemets, en termes réglementaires. Le premier niveau réglementaire permet d'accueillir ces produits-là, donc il y a un intérêt de se rapprocher d'un méthaniseur ou d'un acteur pouvant valoriser ces produits-là. Une fois qu'on a déterminé ces produits, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel outil je peux mettre en œuvre. Et là aussi, vos produits sont plus ou moins adaptés en fonction du choix technologique qui a été mis en œuvre. Pour faire simple, il y a deux grandes catégories. La plus importante, c'est celle-ci, c'est l'infiniment mélangé. Donc, on va mettre dans un milieu aqueux le produit en termes de digestion. On a des limites en termes de viscosité des produits et si on est trop sec, entre guillemets, cette technologie-là va pas bien répondre à l'utilisation de produits très secs. Et donc, il y a une autre technologie, dit voie sèche ou piston, qui permettrait de répondre à ça. Donc, en fonction de vos produits, on va avoir des réponses technologiques différentes. Que ce soit l'une ou l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur la même réaction biologique. On va mettre en fermentation des produits en milieu anaérobie. On va chauffer ces produits-là pour apporter, je dirais, un milieu favorable, très favorable au développement des bactéries qui sont à l'origine de la production du biogaz. Et ces éléments-là, je dirais, et les réactions biologiques qui y sont associées sont valables pour les deux grandes technologies. Le choix technologique qui peut être porté est avant tout par rapport à la composition du produit et à l'utilisation de ce produit-là. Si vous avez des produits très secs, très difficiles à traiter, on a des autres possibilités beaucoup moins présentes puisqu'on doit être à peu près à peine 5 à 10% des installations qui sont en voie dite sèche, soit en continu, soit en discontinu. Mais voilà, ces voies-là peuvent être intéressantes à regarder, surtout sur les produits avec, je dirais, une grande hétérogénéité de matière entrante. Alors, du coup, j'essaye de passer à la valorisation de ce produit-là. Une fois que j'ai mis les produits en digestion, je vais avoir un biogaz qui va sortir. Et ce biogaz, il a deux sources de valorisation actuellement. Soit une valorisation, on pourrait dire trois, une utilisation directe en chauffage, qui est peu présente, mais qui est possible. Je prends ce biogaz-là qui est composé à peu près à 50%, 55% de méthane et je l'envoie dans une chaudière pour un usage direct chaleur. Et où j'utilise ce biogaz-là pour l'envoyer dans une cogénératrice, donc un moteur associé à une génératrice pour faire de l'électricité, ou, ce qui est le cas de l'installation que nous avons visitée ce matin, je vais purifier ce gaz-là et donc pouvoir l'utiliser dans le réseau en substitution du gaz naturel, donc gaz de Norvège, Algérie ou autre. Donc, ce qui nécessite des installations un petit peu différentes pour l'une ou pour l'autre, et des rendements qui vont être différents. Pour schématiser, quand vous allez avoir 100 kWh dans le biogaz, donc c'est-à-dire le gaz issu de la fermentation, ce gaz-là, si vous l'envoyez vers une génératrice, elle va permettre de transformer ces 100 kg en 40-42 kg électriques et il y aura à peu près l'équivalent de 45 kg en thermie, donc, sur lequel il y a des usages à trouver, ou sinon on va perdre cette puissance-là. Alors qu'en injection,
on va être sur une valorisation à peu près 95%, donc 95 kWh sur 100 disponibles dans le biogaz brut, qui peut après aller dans tous les usages connus du méthane actuellement, hein, puisque la molécule de méthane ou biométhane est exactement la même et donc son utilisation est exactement la même. Il y a aussi un élément important dans les unités de méthanisation, donc que vous soyez détenteur d'une unité de méthanisation ou apporteur de matière à une unité de méthanisation. Vous avez donc la production du gaz, mais aussi l'élément, je dirais, résiduel de la fermentation, qui est le digestat. Les matières, une fois digérées, on perd très très peu de volume, hein, à peine 10% du volume. Et cette matière-là a comme un grand intérêt, c'est que l'acte de digestion a boosté ses valeurs fertilisantes et la capacité à cette matière-là à apporter des nutriments rapidement aux plantes. Et donc, c'est un élément relativement intéressant dans le process et qui nécessite une réflexion forte quand on a une unité de méthanisation pour le retour au sol de ce produit-là. Donc, à la fois, il faut des surfaces pour pouvoir accueillir ce produit-là, mais aussi réfléchir à la manière de l'amener au sol. Et donc, qui dit unité de méthanisation dit réflexion du plan d'épandage pour avoir une meilleure utilisation optimum de ce produit-là. Enfin, pour vous donner quelques notions de repères, voilà, on a différentes unités de méthanisation en termes de volume, de la micro-méthanisation à la ferme, de quelques 10-15 kW électriques en fonctionnement, jusqu'à des très grosses installations où une unité peut faire 1000-2000 normomètres cubes et le panel est très grand. Malgré tout, 90% des installations sont plutôt des installations agricoles à un ou plusieurs exploitants et on voit bien que la moyenne, en tout cas à GRDF, est une moyenne agricole autour de 150-170 normomètres cubes et regroupe entre 3 et 6 exploitants. C'est le grand profil qu'on a en termes d'utilisation. On a toutes les grandes stations d'épuration françaises passent à l'injection sur le réseau. On a un certain nombre d'unités territoriales, c'est-à-dire que là, on va avoir d'autres acteurs que les agriculteurs qui rentrent dans le schéma, ils sont un peu plus grands. Et puis la récupération du gaz sur les décharges, les ISDND, où il y a un certain nombre d'installations qui existent. Je vais passer rapidement sur les évolutions réglementaires, tout simplement pour signifier qu'il y a beaucoup d'évolutions réglementaires qui étaient programmées et qui sont arrivées, d'autres qui vont arriver au vu de la crise. Ce qu'il faut retenir, c'est que les opérateurs gaziers ont de plus en plus de moyens qui leur sont offerts pour aller chercher le gaz où il est produit, c'est-à-dire souvent dans un milieu rural pour une consommation urbaine, que les conditions d'achat évoluent pour être de plus en plus souples et intéressantes, avec des évolutions sur des livraisons à l'année et une indexation du prix sur, entre autres, les évolutions, et que tout ça est encadré de plus en plus pour assurer que le biogaz produit répond à des critères environnementaux importants, entre autres la mise en place cette année d'une directive européenne qui s'appelle RED II, qui va expertiser le caractère renouvelable du biométhane, site par site et tous les ans, par un organisme indépendant. Donc choisir le biométhane est un gage d'assurance d'avoir une énergie verte reconnue et contrôlée. Enfin, on voulait un petit peu remettre en parallèle, entre guillemets, la notion de répartition sur le territoire. Alors, voilà. Vous avez la carte Grand Est des unités de méthanisation, toute activité confondue, toute valorisation confondue, injection, cogénération. Et vous avez donc une cartographie représentant l'implantation des industries agroalimentaires sur le Grand Est. Et on peut aisément voir que, il y a certainement des relations de proximité à travailler
et qu'il y a peu de territoires qui n'est pas, je dirais, pourvu d'unités de méthanisation et souvent des unités agroalimentaires en proximité. Donc, il y a certainement des liens intéressants à travailler sur le sujet par rapport à de l'économie circulaire. Voilà un petit peu ce que je voulais brosser rapidement. Ce que je vous propose maintenant, c'est que notre expert en bio-GNV puisse vous présenter l'une des diversifications d'utilisation du biométhane, donc en transport. Et donc là, je laisse la parole à Sylvain pour vous présenter ces éléments-là. Pour commencer, le bio-GNV va répondre à plusieurs enjeux, notamment les enjeux dits environnementaux, et notamment deux éléments à prendre en compte. C'est le réchauffement climatique, et deux, la partie qualité de l'air. Alors, tout ce qui est réchauffement climatique, c'est tout ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. Et donc là, aujourd'hui, c'est tout ce qui va être… Aujourd'hui, le transport routier représente, entre guillemets, une grosse partie et contribue fortement, en fin de compte, à ces émissions de gaz à effet de serre. Et la qualité de l'air qui est plutôt locale, localisée, on va dire, dans des centres-villes, dans des grandes métropoles, où aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une multiplication, en fin de compte, d'un certain nombre de décès prématurés liés, en fin de compte, à cette mauvaise qualité de l'air. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler sur ces différents enjeux, et notamment, vous allez voir que, notamment à travers le bio-GNV, on répond, en fin de compte, à ces deux enjeux-là, qui sont les polluants locaux et tout ce qui est empreinte environnementale, notamment gaz à effet de serre. Alors, derrière le GNV, on entend deux technologies, le gaz naturel comprimé, le fameux GNC, et le gaz naturel liquéfié, le GNL. Alors, on est sur le même gaz, sauf que la différence, c'est purement à l'état. Le GNL est un gaz liquide, qui est en fait du méthane refroidi à moins 160 degrés. Donc, le fait de le refroidir, on réduit de 600 fois son volume. Vous l'aurez compris, si on réduit de 600 fois son volume, techniquement, dans un véhicule, on va augmenter l'autonomie du véhicule. Et le gaz naturel comprimé, qui est du GNC, donc issu des réseaux, notamment des réseaux de distribution GRDF ou des entreprises locales de distribution ou GRT Gaz, en fin de compte, est un gaz comprimé à 200 bars dans des bouteilles. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de la plongée ici, mais techniquement, c'est la même technologie qu'une bouteille de plongée. Et donc, attention à ne pas confondre avec le GPL, qui est un dérivé du propane et du butane, purement physique. Le GPL, plus lourd que l'air, va avoir tendance à stagner au sol. Le gaz naturel étant plus léger que l'air, va avoir tendance à s'évacuer vers l'air. Donc aujourd'hui, pas de contrainte et d'interdiction de rentrer dans des parkings souterrains, dans des tunnels, et ainsi de suite. Qui était potentiellement le cas à l'époque sur le GPL, où il y a eu différents soucis, notamment sur les soupapes. Voilà, aujourd'hui, qui n'est plus un sujet, mais techniquement, c'est purement physique. Le schéma d'approvisionnement, donc le GNL, on est sur vous allez le voir, on est sur un schéma d'approvisionnement similaire, on va dire, à ce qu'on peut connaître sur le gasoil, c'est-à-dire on cherche le gaz à des terminaux méthaniers. Il y a le gaz qui est importé aujourd'hui des États-Unis et des différents pays. On a un schéma où des transporteurs viennent le chercher au terminal méthanier, l'alimentent jusqu'à une station, et de la station, on alimente le client final. Le GNC, donc on est sur un schéma où on utilise en fin de compte les canalisations qui sont, je le rappelle, propriété des collectivités dans lesquelles on a un contrat d'exploitation et de sécurité, de maintenance et de sécurité. Donc on alimente une station gaz qui va alimenter techniquement après le client final. La particularité, c'est que dans le schéma GNC, on n'a pas de rupture d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a une continuité d'alimentation, quelle que soit la saisonnalité, les problématiques, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur une continuité. Et la particularité aussi, dans ce schéma GNC, c'est qu'on peut valoriser ce qu'on appelle le bio-GNC, donc issu de la filière méthanisation. Vous l'aurez compris, si on injecte d'un côté, on récupère via le réseau, en fin de compte, ce gaz, entre guillemets, vert, pour le valoriser. Ce qui n'est pas aujourd'hui réglementairement le cas sur la partie GNL. On ne peut pas aujourd'hui associer de garantie d'origine entre un gaz qui est importé et une garantie d'origine qui est produite sur un territoire. La réglementation, à l'état actuel, ne le permet pas. Bon, je vais passer rapidement sur cet élément-là parce qu'elle l'a présenté, c'est notamment sur la valorisation en fin de compte de ce biométhane-là, de quelle manière il peut être valorisé et de quelle manière il est produit. Donc, comme l'a dit Pascal, différents usages, notamment la partie, principalement ce qu'on appelle les usages habituels, et là vraiment la partie mobilité qui tend à se développer. Alors, aujourd'hui, il y a des éléments de contrainte, notamment dans les agglomérations et notamment dans les grosses agglomérations de plus de 150 000 habitants. Aujourd'hui, on est à Toul.
techniquement, vous avez une métropole qui est juste à côté, qui est la métropole de Nancy, qui, elle, va être soumise réglementairement à la mise en place d'une zone à faible émission. Alors, qu'est-ce qu'une zone à faible émission? C'est, en fin de compte, vous avez tous peut-être vu sur différentes voitures, la fameuse vignette critère. Aujourd'hui, c'est la mise en place de cette vignette critère-là, avec des pas de temps et des plannings qui sont définis par les collectivités et les métropoles. Et aujourd'hui, c'est de limiter, en fin de compte, aux véhicules dits polluants de rentrer dans les centres-villes. Et là, on travaille sur un enjeu que je vous ai présenté juste avant, c'est la qualité de l'air par rapport à ça. Donc aujourd'hui, rouler avec du gaz, qu'il soit bio ou non bio, aujourd'hui, on améliore cette qualité de l'air-là et qui nous permet d'avoir une vignette critère 1. Cette fameuse vignette critère 1, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, Paris, objectif, JO 2024, je ne fais rouler à Paris que des véhicules en vignette critère 1 ou électrique. Voilà. Donc, tout ce qui est véhicule diesel, critère 2, 3, 4, 5, on enlève. Aujourd'hui, Lyon, pareil, même schéma. On est dans un schéma où, techniquement, aujourd'hui, tout ce qui est vignette 3, 4, 5 est interdit à Lyon. Le plus près de chez nous, c'est Strasbourg. Strasbourg, objectif 2028, la vignette critère 2 n'est plus autorisée dans Strasbourg. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, et comme j'ai tendance à dire, il vaut mieux connaître et anticiper les choses, d'être contraint, on va dire, par la force des choses, à devoir modifier, en fin de compte, son parc de véhicules, notamment quel qu'il soit, hein, pour des transporteurs, pour des collectivités, c'est d'anticiper au maximum les choses. Vous avez un peu un état des lieux sur cette carte-là, en fin de compte, des zones à faible émission qui sont déjà en application et depuis en application en 2020. Donc, sur notre territoire, hein, la plus connue est l'Eurométropole de Strasbourg, Reims aussi, la communauté urbaine du Grand Reims qui a mis dernièrement en place sa zone à faible émission. La métropole du Grand Nancy, et vous avez la transposition à 2025 avec l'obligation réglementaire des agglos de plus de 150 000 habitants à devoir mettre en place cette zone à faible émission. Donc aujourd'hui, hein, des villes comme Mulhouse, Metz, Dijon, qui seront dans l'obligation de mettre en place cette zone à faible émission. Chaque collectivité est maître de son planning, de ses contraintes, de ces choses-là. Donc c'est vraiment un travail qui est mené collectivité par collectivité avec techniquement un tronc commun quand même qui est la fameuse vignette critère. Alors le GNB va répondre, comme je vous le disais, à différents enjeux. Le premier enjeu, c'est notamment la partie qualité d'air, donc cette fameuse vignette critère 1 que je vous ai cité juste avant, et la partie gaz à effet de serre, notamment réchauffement climatique. Donc là, la partie, notamment le bio-GNV, a un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on émet moins 80% d'émissions de CO2 avec du gaz issu de la filière renouvelable. Vous le comprendrez juste après avec ma présentation, mon slide juste après, où aujourd'hui, on a raisonné ce qu'on appelle en analyse du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas concentré uniquement à ce qu'émet le gaz à l'échappement, mais on a raisonné sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire de la production, du gaz issu de la filière méthanisation jusqu'à la partie recyclage. Et de la même façon, on a fait le même travail côté véhicule, de la partie production du véhicule jusqu'à son recyclage. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de justifier, et aujourd'hui les chiffres de l'ADEME le montrent, hein, dans le référentiel d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui on émet moins 80% d'émissions de CO2 en moins avec un véhicule roulant en bio-GNV. Et le petit plus supplémentaire, c'est qu'un moteur gaz, et ça c'est plutôt pour les collectivités, les administrés, c'est qu'en fin de compte, un moteur gaz fait 2 fois moins de bruit qu'un moteur diesel. Tant sur la partie sonore extérieure que sur la partie confort aussi acoustique pour le chauffeur. Je ne cache pas qu'aujourd'hui, vous posez la question à un transporteur où son chauffeur roule sur un véhicule gaz et vous lui demandez de repartir sur un véhicule diesel, le chauffeur lui dit non. Parce qu'on va avoir un confort de conduite, moins de vibrations dans la partie cabine. Donc, comme je vous le disais, sur cet élément-là, je vous montre aujourd'hui que en raisonnant en analyse du cycle de vie, aujourd'hui, un camion qui roule avec du bio, et notamment par rapport aujourd'hui à un véhicule électrique, hein, en prenant le mix électrique français, c'est-à-dire avec un parc qui est quasiment un mix électrique qui est particulièrement nucléaire. Hein. Aujourd'hui, un véhicule qui roule au bio-GNV émet beaucoup moins qu'un véhicule électrique. Notamment dû à un point qui est important, c'est la partie fabrication des batteries qui aujourd'hui dépend à 98% des pays qui sont en dehors du système français et qui dépendent des pays, notamment des pays chinois. Donc, quand on raisonne sur l'analyse du cycle de vie, malheureusement, et là on revient sur les normes européennes, malheureusement aujourd'hui l'Europe raisonne à l'échappement. C'est-à-dire qu'il regarde les émissions qui sortent du pot d'échappement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, techniquement, selon la vision de l'Europe,
le véhicule électrique n'émet quasiment aucun gaz à effet de serre, alors qu'on sait techniquement, et là, je vais pas faire la polémique, mais on sait techniquement qu'un véhicule électrique, voilà, sur la partie constitution du véhicule en lui-même, émet beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule qui pourrait être produit différemment. Donc ça, en tout cas, c'est ce qui est poussé aujourd'hui auprès des instances européennes, auprès des instances de l'État français pour justifier en fin de compte de non pas raisonner uniquement à l'échappement, mais raisonner vraiment sur l'analyse globale d'un projet, c'est-à-dire entre la station et la partie production. Au niveau de la flotte, vous avez une gamme de flotte qui répond grosso modo aujourd'hui à tous les usages. Quand je dis tous les usages, on passe par le BTP, on passe par le transport de marchandises, le transport de voyageurs, les tracteurs agricoles, les engins de manutention. Donc là, vous avez en fin de compte une visibilité sur l'ensemble de la gamme qui existe, avec des gammes qui sont plus ou moins représentées. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, contrairement à nos pays peut-être voisins, qui sont l'Allemagne, l'Italie, on a fait le choix de partir sur le véhicule lourd. C'est pour ça que vous avez une gamme de véhicules lourds qui est fortement développée, contrairement aux véhicules légers. Aussi, un point essentiel, c'est la réglementation. La réglementation aujourd'hui ne permet pas sur les véhicules légers de reconnaître le véhicule gaz comme un véhicule faible émission. Aujourd'hui, on est principalement, et là encore une fois, je reviens sur ce que je disais juste avant, sur la notion de réglementation européenne. Aujourd'hui, étant donné qu'on raisonne à l'échappement, aujourd'hui, un véhicule électrique n'émet rien. Donc, on a un fort développement des véhicules électriques sur des faibles tonnages. Et aujourd'hui, il va se poser la question de la réglementation pour les véhicules lourds, qui est aujourd'hui en traitement en ce moment au niveau de l'Europe, pour limiter en fin de compte et raisonner peut-être en analyse du cycle de vie sur les véhicules lourds. Donc, il y a vraiment la réglementation a un fort impact, notamment sur le développement des technologies, et notamment des technologies, quels qu'ils soient, pour le véhicule léger ou le véhicule lourd. Voilà, donc, il y a vraiment un enjeu assez important là-dessus. Je vous mets aussi des éléments, et je reviendrai dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État, notamment pour compenser aujourd'hui le surcoût d'un véhicule gaz versus un véhicule gasoil. Étant donné que si on est sur des véhicules qui sont en développement, on a un surcoût à l'achat qui sont à peu près pour un poids lourd entre 20 et 30 000 euros plus cher qu'un véhicule gasoil. Et donc, l'État a mis en place des dispositifs de bonification où, en fin de compte, vous pouvez déduire X%, entre 20 et 60% du prix d'acquisition d'un véhicule dans votre résultat. Donc là, vous avez quelques illustrations techniquement sur le secteur. Donc, vous avez les véhicules qui sont utilisés par Carrefour. Donc aujourd'hui, Carrefour qui a un peu plus de 600 moteurs gaz sur le territoire français. Des entreprises comme Breguet qui vont travailler pour Renault, aussi en termes de flux. L'exemple de Leroy Merlin. Leroy Merlin, aujourd'hui, a une politique de verdissement de sa flotte, donc des transports qui sont utilisés via des prestataires. Et vous avez dernièrement le petit camion de collecte de lait aussi qui est d'un type porteur, qui vient aussi pouvoir rouler sur des technologies, et notamment là, faire le lien entre vraiment l'économie circulaire, c'est-à-dire que je produis du biométhane à la ferme, mais techniquement, j'ai un camion qui vient collecter mon lait aussi directement et qui peut faire le plein chez moi. En termes de parc de véhicules, aujourd'hui, on a à peu près à 32 000 véhicules qui circulent en France, avec un parc de véhicules lourds qui est assez important, un peu plus de 8 000 poids lourds, entre guillemets. Si je prends l'ensemble poids lourds plus ordure, plus car, plus bus, on a à peu près à 15 000 véhicules. Avec un segment qui est en fort développement, c'est le secteur des autocars, notamment lié à tout ce qui est transport scolaire, où les régions aujourd'hui intègrent dans leur cahier des charges, en fin de compte, des variantes, et notamment intègrent cette partie gaz vert. Les secteurs des bus, pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, c'était un bus sur deux qui sortait de l'usine de production était avec un véhicule gaz. Ça, plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les collectivités ont compris aussi que la qualité de l'air était un enjeu pour eux, et pour elles, pardon, donc verdissent leur parc de flotte. Prenons l'exemple de Nancy. Nancy, c'est 180 bus qui roulent au gaz depuis 1999. Donc, plus de 20 ans de retour d'expérience. Et aujourd'hui, on va augmenter le parc, on va monter à 200 dans peu de temps. Voilà, donc on a vraiment des collectivités qui jouent le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la maille est de la France, la plupart des grandes agglomérations, quand je dis grandes agglomérations, c'est Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Troyes, Reims, ont basculé la plupart de leur flotte de bus
au gaz. Voilà. La dernière qui reste à passer, c'est Metz. On y travaille. C'est notre objectif. Donc voilà, donc non, c'est vraiment un parc tout le temps à développer et bon, forcément le poids lourd avec des parts de marché qui sont assez importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, la flotte française de poids lourd gaz est la plus grosse flotte d'Europe aujourd'hui, donc à peu près avec 1200 poids lourds en circulation. Donc on est la plus grosse flotte d'Europe versus nos pays voisins. En termes de stations, juste pour vous donner un nombre, aujourd'hui on est à peu près à 270 stations publiques opérationnelles en France, c'est-à-dire accessibles tout public. Et on est à quasiment 300 stations privatives qui sont réservées uniquement à des usages, principalement bus et bennes à ordures ménagères. Pour faire le lien avec la partie biométhane, aujourd'hui, donc vous avez en 2021 à peu près un peu plus de 3 Tera de consommation. Donc vous avez la répartition entre qu'est-ce qui est utilisé via la filière GNC, via la filière GNL. Aujourd'hui, on a la plupart du gaz utilisé en France est issu de la filière comprimée, donc issu du réseau, avec un pourcentage d'utilisation du biométhane d'à peu près 20%. L'objectif, c'était 20%, c'était l'objectif qu'on s'était fixé en 2023. Et notre objectif aujourd'hui via la filière, c'est que 50% de la consommation issue du réseau devrait être bio à l'horizon 2025 et 100% à l'horizon 2023. C'est un peu en corrélation aussi avec nos perspectives en termes de développement gaz vert sur le côté GRDF, comme le disait Pascal tout à l'heure. Le réseau, pour vous donner un peu une image, on a en 2021 mis en service 95 stations sur le territoire français. Il nous monte aujourd'hui à peu près à 250 stations. Les fameux 270 que je vous mettais, c'est en ce moment, dans l'exercice 2022, on est en cours à 270 stations. L'objectif fin 2022, c'est 320 stations. Donc on fera, en 2021, on en a fait 95. L'objectif 2022, c'est aussi 95 stations, à peu près. Pour vous donner un peu la dynamique qu'il y a sur le territoire, et notamment liée aussi à ces projets-là. Et n'oublions pas, et Clément en parlera juste après, la notion de station privative. Aujourd'hui, on a aussi un fort développement sur les stations privatives, parce que aujourd'hui, les transporteurs, comme ils ont eu l'habitude d'avoir leur puits de gasoil sur leur site, aujourd'hui, techniquement, ils aiment bien aussi avoir leur station de gaz sur leur site directement par rapport à ça. Là, je vous ai mis quelques dispositifs d'aide, et notamment le dispositif d'aide développé par la région Grand Est, notamment pour l'acquisition de véhicules. Je vous disais qu'aujourd'hui, il y avait un surcoût d'achat d'un véhicule d'à peu près 20 000 €. Et aujourd'hui, la région Grand Est prend entre guillemets tout ou partie du surcoût via un dispositif d'aide à l'acquisition. Donc ça, c'est plutôt intéressant, vous, en tant que soit transporteur, soit entre guillemets gestionnaire de flotte, d'avoir en fin de compte en tête ces dispositifs-là. Pour résumer, aujourd'hui, le BioGNV, c'est entre guillemets une empreinte écologique réduite, je vous le disais, tant sur la partie amélioration de la qualité de l'air que sur l'empreinte environnementale. Un carburant produit localement, comme le disait Pascal, on produit du gaz sur le territoire, et techniquement, c'est utilisé aussi localement par rapport à ça. Bénéficier d'une image de marque, entre guillemets, parce qu'on est aujourd'hui sur une technologie qui est en devenir. Et aujourd'hui, par rapport à des technologies comme l'électricité ou l'hydrogène, on a une technologie qui existe déjà, qui est mature, qui a un bon retour d'expérience, notamment sur la partie, comme je vous disais, bus, aujourd'hui qui se transpose sur la partie vraiment véhicule lourd, type véhicule industriel. Une gamme de véhicules, comme vous avez vu, adaptés, et on va dire qui se développe selon les besoins. Donc, on va du TP jusqu'à, comme je vous disais, à la collecte du lait avec des véhicules qui viennent d'être développés par rapport à ça. Un réseau de stations qui se développe, tant sur la station publique que sur la station privative. Une technologie mature. Mise en œuvre, on va dire, assez simple. Aujourd'hui, on a un véhicule qui ressemble et qui est très assimilé à un moteur essence, donc qui est maîtrisé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté à mettre en œuvre ce véhicule-là. Dès lors que vous avez une station à proximité, qu'elle soit publique ou privative, on va dire que le véhicule peut très facilement faire le plein sur cette station-là. Et aussi, et un point assez important, notamment par rapport à la réglementation, c'est l'assurance de rentrer dans quelles que soient les métropoles demain avec cette vignette critère 1 qui vous autorise à rentrer, quelle que soit la qualité de l'air qu'il y a dans le centre-ville, de passer et de rentrer dans ce territoire. Je vous ai mis après des sources, et notamment des sources d'information. Vous avez un site internet
un espace GNV qui a été développé sur le site grdf.fr, où vous allez retrouver un ensemble de documents, de retours d'expérience, de simulateurs avec des outils, notamment on parlait ce matin de coûts de possession de véhicules avec certains d'entre vous. Alors, vous avez des simulateurs qui sont disponibles sur ce site-là. Des outils pour préchiffrer les stations, c'est-à-dire qu'au vu de la flotte, techniquement, vous avez la possibilité de réaliser des simulations de stations en disant quel serait en fin de compte le coût d'investissement dans une station, notamment des stations privatives. Voilà. Et aussi l'annuaire des prestataires, c'est-à-dire des constructeurs de véhicules, des constructeurs de stations, nos coordonnées aussi à nous, directement si vous ne les avez pas. Donc voilà, vous avez un ensemble de documents et d'informations que vous pouvez aller chercher. Donc n'hésitez pas à y aller. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à abuser de ce site-là, hein, il est fait pour vous. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la technologie, par rapport à. Je ne sais pas si sur le chat, des remarques. Alors, effectivement, sur le rétrofit, aujourd'hui, donc on a parlé du développement des véhicules. Donc là, on est sur des nouvelles séries. Effectivement, aujourd'hui, il y a toute une filière qui se met aussi qui réfléchit aujourd'hui sur le rétrofitage. Alors, le rétrofit aujourd'hui, ce qui existe, c'est notamment sur le véhicule, sur l'autocar, parce qu'un autocar, il a une durée de vie qui est assez importante, hein, comme un bus. Et aujourd'hui, on voit bien que les technologies sur un bus, se dire on part à un marché au bout de 7 ans parce qu'on n'a pas répondu à la vignette critère, qui est imposée ou parce que la région a décidé de mettre en place ces dispositifs-là. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a notamment sur Lyon, via le CRMT, qui est un organisme qui fait du rétrofit de véhicules, a développé le rétrofitage d'un car, notamment d'un car scolaire, où en fin de compte, ils ont enlevé le moteur diesel pour mettre un moteur gaz, donc, comme je l'ai dit, assimiler un moteur essence, et utiliser les soutes pour faire le stockage des bouteilles. Aujourd'hui, et vous l'avez vu, hein, la région Grand Est a développé aussi des aides sur le rétrofit de véhicules. Techniquement, aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué à faire, mais on peut le faire. Notamment, on a un autocariste, les autocars Berthollet sur Lyon, qui ont décidé de basculer leur flotte au gaz et notamment qui ont engagé la conversion de quasiment à peu près, je crois, une quinzaine de véhicules rétrofités. Voilà, donc on est aussi dans ces réflexions-là, c'est-à-dire que, outre le développement des nouvelles motorisations directement par les constructeurs, il y a aussi du rétrofit. Donc là, on a parlé des autocars, on va parler aussi des véhicules utilitaires, parce qu'aujourd'hui, les véhicules utilitaires sont un parc assez important, hein, sur le parc de véhicules. Hein, donc il y a tout un travail là aussi à travailler avec eux, et notamment avec des constructeurs français qui aujourd'hui sont plutôt sur le développement de véhicules de base électriques, mais qui ne se cachent pas d'aller sur d'autres technologies et notamment principalement uniquement sur le rétrofit. Voilà. Et après, le rétrofit, on va aussi parler beaucoup sur tout ce qui est fluvial et ferroviaire. Aujourd'hui, un bateau, c'est une durée de vie de 30 ans. Et on voit bien dans les actualités que ces technologies-là doivent aussi, et ces segments d'activité-là doivent aussi traverser et transformer en fin de compte leur manière de travailler. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a des régions qui ont investi dans le rétrofit, notamment ferroviaire, où en fin de compte, des lignes de TER basculent sur ces technologies-là, gaz, c'est-à-dire que pareil, la même chose qu'un car, aujourd'hui, une motrice doit à mi-vie être démontée de A à Z. Et donc, c'est de profiter de entre guillemets, ce check-up complet de la motrice pour y intégrer en fin de compte un moteur dit solution alternative et donc y intégrer un moteur gaz avec un même principe, un système de bouteille qui permet en fin de compte de faire alimenter la motrice par rapport à ça. Alors pour l'agricole, on est plutôt sur un développement d'un véhicule d'origine. Donc le CRMT, même principe, avant de travailler sur les autocars, a travaillé sur un tracteur agricole dans le cadre d'un projet européen. Donc ils ont développé un tracteur, c'était un Fendt qui a été modifié sur lequel ils ont rajouté des bouteilles. Et on l'a vu dernièrement, je pense que vous avez suivi l'actualité, ça fait un peu plus d'1 an que New Holland, le groupe Iveco, CNH Industrial, a développé un tracteur gaz agricole de 180 chevaux. En fait, ils ont réutilisé la technologie qu'ils avaient sur le camion pour le mettre dans un tracteur agricole. Et aujourd'hui, avec des autonomies où on a eu les retours d'expérience de New Holland et notamment d'un agriculteur là, en Haute-Marne,
Et il a fait toute la partie ensilage avec le tracteur, quoi. Il n'a pas eu de difficulté. Bon, la seule difficulté, c'est d'avoir une station à proximité. Donc, on revient sur la problématique souvent de l'œuf et de la poule. Mais voilà, aujourd'hui, ça fonctionne. Je ne dis pas que vous pourrez aller au champ avec, parce que on n'a pas encore la force et le couple suffisant pour aller sur un tracteur qui va aller, qui va éliminer, etc. Mais on est sur un tracteur qui aujourd'hui répond à des besoins, notamment de transport, notamment d'ensilage, ces choses-là, donc qui peut répondre à des besoins qu'un agriculteur ou qu'une entreprise peut avoir sur des sujets bien précis. Donc ça, c'est développé. Après, encore une fois, c'est une question de politique de constructeurs. C'est-à-dire que vous avez certains constructeurs qui ne veulent pas entendre parler de gaz et qui vont passer sur l'électrique et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des orientations et malheureusement, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un groupe comme Iveco qui est un groupe italien, s'est orienté sur le gaz parce que historiquement, c'était comme ça en Italie. Scania, idem. Alors Scania, ils ont un peu le scope de toutes les énergies aujourd'hui en termes de panels et de solutions. Voilà. Et clairement, voilà, il y a des technologies, des groupes comme Mercedes, Daimler, qui n'iront jamais sur le gaz. Ils y ont été par un moment, mais aujourd'hui, qui s'orientent plutôt sur l'hydrogène, qui est, pour information, qui reste un gaz. Hein. L'hydrogène reste un gaz. Donc, il y a encore une fois, moi, je vous parle de BioGNV. Aujourd'hui, côté GRDF, on travaille aussi sur la partie hydrogène, qui reste un gaz, entre guillemets, vert, si on le met d'une manière de la manière dont on le produit. Mais voilà, aujourd'hui, on développe aussi ces technologies-là. Donc, on ne se cache pas demain de aussi travailler sur ce segment-là. Bonjour à tous et bonjour en ligne. Donc je m'appelle Clément Courthéou, alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis exploitant agricole, je suis porteur de projet de méta, je suis constructeur de micro-méta de 1 kW à 300 dans mon mètre cube, on va dire. Et là, je vous présente avec ma casquette, donc Mobiline, la partie construction de stations GNV, micro-stations à partir de 5 dans mètre cube et jusqu'à milliers ou voire plus. Après, c'est complètement modulaire. Donc Sylvain a fait une formidable introduction. Oui, c'est très loin passé. C'est très très long. Juste en complément de ton intervention par rapport au rétrofit, je voulais juste dire que pour les véhicules particuliers aussi, c'est quand même très facile et peu coûteux. On n'est pas sur du rétrofit comme sur l'électrique, on parle de 20 000, 25 000, etc. Pour l'avoir fait, c'est entre, on va dire, 4 000 € à peu près pour un petit véhicule et 6 000 à 7 000 € pour un très gros. Donc voilà, ça ne coûte pas si cher que ça, même en tant que particulier ou en tant que entre guillemets, ou professionnel avec un véhicule particulier, de rouler à la liaison hydrogène renouvelable. Et en lien du coup avec l'hydrogène, oui, donc la filière hydrogène, c'est un peu notre filière cœur. Hein. Moi, je vois quand même quelques avantages au biométhane, c'est que dans un même volume de gaz, on a 3,5 fois plus d'énergie que dans l'hydrogène H2. Et puis donc voilà, on a 4 liaisons hydrogène quand on n'en a qu'une seule forte dans l'H2. Et avec une plage d'explosivité aussi, comme tu as parlé de gaz, avec une plage d'explosivité aussi qui est 7 fois plus réduite qu'en hydrogène. Quelques petits avantages comme ça aussi qu'on a par rapport à l'hydrogène. Oui, donc on arrive directement là. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer l'évolution réglementaire des CPE 2780, pardon, dont on a parlé ce matin hein, sur l'installation. La tant attendue évolution. Il y a un petit volet dedans qui parle des pertes de biométhane. Réduire de 1% à 0,5% les pertes en biométhane injectées pour 2025. Une petite étude de cas, on va dire sur une moyenne installation d'injection 120 normes au mètre cube. C'est vraiment très loin passé en fait. Je vais meubler. Ok. Sur 120 normaux, c'est pas très gros comme installation d'injection, c'est à peu près équivalent de 500 kW électriques. Ça produit un peu plus d'1 million de mètres cubes par an de biométhane. C'est 0,5% de perte évitée, ça représente tout de même 4000 kg de méthane par an. Et avec 4000 kg de méthane par an, on peut, avec une petite citadine, faire 120 000 km. Donc la consommation de 4 citadines qui ferait 30 000 km. Ça nous amène à une solution qu'on est en cours de développement aujourd'hui, vraiment adaptée, on va dire, pour la méthanisation, en cours de développement avec des constructeurs de grosses méthanes qui ont des clients aujourd'hui en injection qui ont le problème du reflux d'injection, qui est très rare, hein, ça arrive de temps en temps, que pour une raison d'hygrométrie, de température ou autre, et puis aussi de disponibilité sur le réseau, hein, de capacité, qui est du reflux d'injection, plutôt que de renvoyer le gaz au gazomètre
avec le risque de se mettre en surpression, de que ça parte à la torchière ou en soupape. Une solution qu'on est en train de développer, nous, c'est de renvoyer ce gaz plutôt vers un ballon tampon qui va permettre d'alimenter une station, une microstation, enfin, comme on veut, gaz sous pression, et de faire une microstation privative. C'est quelque chose qui est en cours. Là, je vous donne l'info, mais c'est en cours de développement en ce moment avec quelques constructeurs. Et je vais vraiment rentrer dans le marché du coup Mobiline. Donc, rentrer dans le sujet. Oui. C'est pas grand-chose. C'est aujourd'hui ce qu'on a comme cube disponible, c'est du 6 à 20 mètres cubes, alors qui sont éprouvés pour résister à 23 bars. En fait, c'est tout simplement de la cuve, comme vous avez vu pour propane. Hein. Mais donc, on alimenterait avec du gaz qui vient du poste, enfin, en refus de poste, donc entre 4 et 6 bars en gros. Donc voilà, la capacité en mètres cubes n'est pas énorme. C'est vraiment l'idée de faire tampon et d'éviter de perdre quelques mètres cubes chaque jour ou chaque. C'est une petite contribution, voilà, on va dire, et histoire de voilà d'avoir. Parce que je vais vous montrer ensuite la gamme. Hein. On commence à 5 mètres cubes pour des très petits volumes. Après, on peut aller sur des choses beaucoup plus grandes. Donc bon, le marché, je vais faire un bref passage dessus parce que Sylvain a quand même déjà beaucoup dit. On a quand même à peu près 6 millions d'utilitaires en France. L'immense majorité est diesel. 2,2 millions sont immatriculés en ZFE. Donc maintenant, il va s'agir de trouver des solutions pour remplacer ces plus de 2 millions de véhicules utilitaires. On parle de un peu plus de 300 000 cartes grises qui seront interdites à Paris en 2024. Hein. C'est très bientôt et ça fait beaucoup. Notamment pour les constructeurs de véhicules électriques qui ne savent pas aujourd'hui comment faire pour les remplacer. Le sujet, bon, on l'a vu aussi, le réseau de distribution aujourd'hui est encore trop éparse, mais bon, le nombre de stations publiques, comme l'a présenté Sylvain, augmente, tant mieux. Et donc, comme l'a dit Sylvain aussi, l'intérêt aussi du GNV, c'est que quand on est connecté au réseau, on ne souffre pas en fait des pénuries comme on peut avoir aujourd'hui sur l'essence ou le diesel. Hein. Tant qu'il y a du gaz dans la conduite, et je bois, mais il va y en rester pour quand même quelques années, j'espère. Tant qu'il y a du gaz dans la conduite, on peut alimenter une station, et donc voilà, on garde sa mobilité. Ce qui est très appréciable en ce moment. De ne pas faire la queue à la station, c'est hyper appréciable. Donc, notre solution, qui est très longue à s'afficher, s'articule autour d'une station de recharge. Alors, il y en a une qui est en démonstration sur le parking devant mon véhicule. Une station de recharge, un contrat de maintenance, et du coup, le contrat d'approvisionnement spécifique au gaz naturel et bio-GNV si possible. Auquel une autre brique, on l'attend, voilà, vient se greffer, c'est celle du véhicule. J'ai parlé tout à l'heure de maintenance. À vrai dire, au début des années 2000, il y avait une tentative donc c'était GDF à l'époque, d'une expérimentation de distribuer de la petite station GNV chez les particuliers, chez les pros, qui a plutôt bien marché dans le sens où il y a eu 200 stations à peu près d'installées. Mais au bout de quelques années, malheureusement, ça a fait flop. Et puis, c'était l'époque aussi où il y a eu Engie, la restructuration, etc. Et donc, quand on a lancé le projet Mobiline, on a été alerté sur le fait que, en fait, s'il n'y avait personne pour maintenir les stations, ça serait très compliqué. Donc, avec notre troisième associé, on est trois associés de Mobiline, le troisième est professionnel du gaz, et il a justement installé et maintenu des stations depuis la phase d'expérimentation du début des années 2000. On a monté avec lui, donc Hello Caustic, un cursus de formation dédié au PG. Ça veut dire qu'on a potentiellement sous le coup de 13 000, entre 12 et 13 000 installateurs, mainteneurs, qui sont aussi en quelque sorte nos ambassadeurs, hein, parce que c'est des artisans qui vont devoir travailler en ville, qui vont devoir un jour abandonner leur véhicule diesel. Et par exemple, je prends le cas de Jean-Christophe David, qui est sur Dinard-Plortuis en Bretagne, qui est rapidement passé au GNV donc pour ses véhicules pro, qui est formé à l'installation des stations Mobiline et qui aujourd'hui fait la promotion aussi de la mobilité au gaz en Bretagne, en plus d'être lui-même consommateur donc, de gaz. Il est prescripteur aussi pour ses clients. Là-dessus, je vais passer vite. Autonomie préservée, on reste sur un véhicule thermique classique. Donc, pour les petits réservoirs, on va dire que c'est à peu près 300-350 km d'autonomie, en tapant un peu dedans. Le caddie, en grand réservoir, on peut aller vers 700 km d'autonomie à peu près. Et en sachant que suivant les véhicules, on garde toujours un réservoir de secours à essence de 7, 9, ou voire le réservoir d'origine sur certains modèles.
Pour tout dire, sur Paris, il y avait, je crois, une station où il y avait une d'attente interminable sur la seule alimentation en plomb qu'il y avait. Ouais. En revanche, il y avait une borne GNC qui était accessible et disponible. Ouais. Ça, c'est le pied. J'ai vu ça hier matin à l'ouverture d'une station Total, 6h30 du mat, une queue pas possible sur la partie carburant fossile. Je suis passé à côté en faisant des grands coucous et en montrant, regardez, c'est GNV. Et puis voilà, zéro attente. Et bon, après, il y a quand même des sujets aussi, un peu d'attente sur certaines stations publiques, notamment à Paris, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même très, très, très confortable. Oui, à cette slide-là, c'est le moment où je dis à chaque fois un grand merci pour GRDF, parce que vous avez fait un super boulot, il y a du gaz quasiment partout. Je crois que c'est plus de 80% de la population française qui a raccordé au gaz. Donc voilà, aujourd'hui, pour rouler au gaz, il suffit d'avoir le gaz près de chez soi. GRDF, RGDS, enfin tous les gaziers, hein, l'ensemble des gaziers. Donc nous, la solution qu'on propose, qui est vraiment très longue à apparaître, donc c'est une station pour les plus petits modèles, donc de la station privative, donc comme celle que vous avez vue peut-être sur le parking que j'ai posé derrière la voiture, jusqu'à des choses beaucoup plus conséquentes de la station publique. Je vais vous montrer la gamme. Il faut vraiment que j'anticipe le passage de slide. Donc je vous disais, on commence à 5 mètres cubeurs pour la petite station, donc ce qu'on appelle la recharge lente. Même si on convertit en kilowatts, parce que en charge électrique, on parle beaucoup de kilowatts. 5 mètres cubeurs, ça fait à peu près 4 kg par heure. Ça fait tout de même 55 kW PCS. Donc, voilà. Par rapport à une recharge lente, entre guillemets, en borne électrique, on a quand même un débit plus important. On vient tout de suite récupérer d'autonomie un peu plus vite. Donc, Mobiline Flex, c'est vraiment la brique de base, 5 mètres cubes. Ensuite, sa grande sœur, qui s'appelle la variante, c'est tout simplement une agrégation, une redondance de plusieurs compresseurs, en général de 1 à 4, donc ce qui permet de délivrer 5 à 20 mètres cubeurs, avec du stockage, ce qui permet de faire de la recharge rapide. Et puis ensuite, on arrive sur les solutions containerisées, Heavy, qui est la version en container béton. Pareil, sur des capacités, on va dire, jusqu'à 79 normomètres cubes en dérogation XCPE, puis on peut aussi dépasser largement au-delà de 150, 200. Et la version SAT, qui elle, en fait, est la station publique grand modèle. On a dimensionné une récemment à 700 mètres cubes. 700 mètres cubes. Donc, on s'adresse un petit peu à tout le monde. La Mobilink Flex en particulier, c'est vraiment notre modèle d'entrée de gamme. Je vous disais tout à l'heure 4 kg par heure, donc c'est-à-dire que pour 500 km d'autonomie, il suffit de 3h30 de recharge. Bon, ça dépend du véhicule. Le Caddy qui est sur le parking, c'est 24 kg, donc 24 kg, c'est 6 heures. Et avec 6 heures, 6 heures de recharge, ça suffit en une vie. Elle existe aussi en double flexible pour recharger 2 véhicules en même temps. C'est-à-dire pour des petits véhicules, par exemple des citadines qui auraient entre 12 et 18 kg de gaz, là vous pouvez en recharger deux en même temps à la nuit. Une maintenance assez réduite, 1 à 2 fois par an suivant l'utilisation. Et puis c'est un modèle qui a déjà été installé de l'ordre de 400 fois en Europe. Seulement 10 en France. Mais bon, comme d'habitude, on est un peu en retard par rapport aux voisins, mais on peut bien rattraper ce retard. Donc sa grande sœur, la modèle variante qui va s'afficher dans un instant, voilà. En général, donc, je vous disais tout à l'heure de 4 à 6 compresseurs, ce qui permet de monter à 16 kg par heure en 20 mètres cubeurs avec du stockage. C'est aussi une station qu'on peut envisager en semi-privative, c'est-à-dire avec un badge RFID qui peut être porté à plusieurs porteurs de projet, entre guillemets, avec un badge pour s'identifier, pour savoir qui a consommé quand, quelle quantité. Et là, on est sûr de la station accessible. La plus grosse, elle est juste un peu en dessous de 100 000 €, on va dire. Et avec ça, je vous montrerai une étude de cas. On peut déjà alimenter pas mal de choses. L'étude de cas, si elle va bien charger, sur une variante 10 mètres cubes, donc la moyenne, avec 560 litres, celle-ci, elle est dimensionnée donc, pour deux poids lourds matin et soir. Alors, en complément plein, en particulier.
L'idée, c'est que ce modèle-là, en fait, avec 560 litres de stockage, on peut déjà faire pas mal de citadines à la suite. Ça peut dépendre de leur pression aussi. Voilà, si vous arrivez avec un réservoir complètement plein, complètement vide ou autre, enfin, semi-plein, semi-vide. Mais derrière, je vous invite à utiliser les simulateurs dont Sylvain parlait tout à l'heure, qui sont quand même très très bien faits là-dessus. Nous, on a les notes de notre côté aussi en fonction des besoins. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui permet de répondre à déjà pas mal de choses. Par exemple, celle-ci, on l'installe chez un autocariste qui fait donc, du transport scolaire. Et donc, avec ces 560 litres, il pourrait faire un plein complet du car, mais il voulait surtout l'utiliser en complément de plein. Le gros bébé, enfin le moyen bébé, le modèle Heavy. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc c'est un modèle qu'on va installer. On a eu pas mal de demandes sur celui-ci en 79 temps au mètre cube. Donc juste au niveau dérogatoire en fait aux ICPE. L'intérêt c'est que c'est une version qu'on peut débrider jusqu'à 150 mètres cubes. C'est-à-dire que si le besoin est confirmé en termes de mobilité, etc., de besoin de gaz, on peut quasiment doubler son débit, modulo le dépôt d'une ICPE. Mais au moins, voilà, un petit peu comme en méta où on commence certains projets en déclaration, puis on passe en enregistrement. Là, on commence en dérogatoire et on passe en ICPE s'il y a besoin d'aller plus loin. Donc, celle-ci, elle a été en particulier dimensionnée pour un besoin de 5 poids lourds avec des réservoirs de 800 litres. Donc là, on passe vrai plein complet, matin et soir. Donc, c'est-à-dire une station pour une dizaine de poids lourds par jour. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, la SAT. Finalement, ça, c'est le modèle, on va dire, complètement modulaire. On commence à 80 mètres cubes et puis ensuite, par module de 200, on peut monter à largement dessus de 1000 normaux mètres cubes avec du stockage aussi, pareil, complètement modulaire. Et là, l'intérêt, c'est de faire de la plutôt très grosse station privative ou alors de la station publique. Et pareil, de ce type-là, il y en a déjà 200 en fonctionnement. En Europe, pas encore en France, mais c'est en cours. Et puis, non, j'arrive au bout. Oui. Et puis, donc voilà, je vous ai parlé de 400 références, 200 références. C'est qu'on est aujourd'hui distributeur exclusif de l'industriel qui produit ces stations. Pour vous faire la petite histoire, nous, on est une startup, on a juste un an. On a juste un an en tant que startup. On a été incubé dans le réseau Grand Est, réseau Semia et Innovact. Et on a trouvé donc, ce constructeur de stations qui donc, avait un savoir-faire technologique, mais qui n'avait pas de commerciaux. Donc, il vendait de temps en temps des installations qu'on lui en demandait. Et donc, on l'a rencontré, on lui a présenté le projet. Donc, on a signé avec un accord en fait, d'exclusivité. Comme ça, on est en quelque sorte leurs commerciaux. Et du coup, toutes ces stations sont maintenant badgées Mobiline. Voilà pour faire un bref retour sur l'historique. Des business cases, je ne vais pas passer trop vite là. Je vais passer vite justement là-dessus. On a travaillé sur des solutions voilà, pour des ambulances, pour des autocars, pour des véhicules utilitaires, enfin bref, un petit peu, voilà. Beaucoup de choses possibles aujourd'hui en mobilité GNV, mais je passe vite là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses vite. Voilà. Hop. Il y a des questions. En tout cas, merci de votre attention. Pas de questions à ça. Comment vous démarquez par rapport à vos concurrents? C'est quoi votre particularité par rapport aux les stations? En fait, on n'en connaît pas beaucoup non plus. Alors, si, forcément, sur les grosses. Forcément, des constructeurs de grosses stations, il y a. Mais sur des petites, il y a. Clairement, sur la petite station, on est sur un ou deux véhicules. On n'a pas d'offres aujourd'hui. On avait des offres à l'époque. Et des opérateurs qui, malheureusement, au bout du marché, n'ont pas souhaité continuer sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, ce qui peut être proposé, et comme disait Clément, on est souvent sur des stations qui vont être en dessous de la réglementation ICPE, c'est-à-dire aux alentours des 80 normaux, tout ça, juste, et techniquement, c'est la réglementation qui m'autorise à confondre notre installation de chauffage avec l'installation de la station. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de scinder les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, je prends l'exemple du monsieur, de secours, lui, son intérêt, c'est qu'il a ses sites qui sont raccordés gaz et il a des véhicules gaz qui roulent sur le site. Et donc, aujourd'hui, c'est
purement et simplement un piquage sur l'installation de chauffage et dire, moi, je vais peut-être avoir une consommation supérieure sur mon chauffage, mais voilà, je n'ai pas besoin de recréer un poste de gaz spécifique pour ma station. Avec un petit intérêt comme de mettre un sous-compteur voilà, pour récupérer une partie de la TICGN. Voilà, le TCPE. Et un avantage aussi de confondre l'installation de chauffage et l'installation de la station. Vous l'avez compris, dans un moment où les prix s'envolent en termes de prix, notamment de la molécule. Si vous avez négocié un bon contrat sur votre partie chauffage, en fin de compte, les avantages de votre contrat négocié vous permettent de bénéficier de cet avantage-là sur un usage carburant. Ça, c'est la petite subtilité, mais aujourd'hui, techniquement, réglementairement, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Après, sur les stations publiques, on est soumis aux variations de prix et notamment aux indexations des différents opérateurs. Voilà, donc on est sur des choses qui, encore une fois, hein, la 80 normaux, on est sur des petites flottes, on n'est pas sur des grosses flottes. Techniquement, les 80 normaux, c'est, pour vous donner un exemple, c'est techniquement les investissements que nous, on a pu faire côté GRDF pour nos flottes privatives, où on a fait des investissements nationaux sur un ensemble de parcs de stations. On s'est doté nous-mêmes de nos propres mais au-delà des 80 normaux, c'est comme sur la méthanisation, c'est la réglementation ICP qui s'applique. Au-delà des 80 normaux, on est obligé d'avoir deux usages séparés parce qu'il y a une taxe, notamment la TICGN carburant, qui s'applique. Et donc, forcément, des notions de auprès des douanes, des éléments à mettre en avant. Ça, c'est réglementaire. Donc, sur les petits usages, on n'a pas aujourd'hui, Mobiline répond à un besoin, on va dire, de transporteurs, de caristes, d'acteurs de la filière, et notamment l'avantage aussi, complément ce que disait, notamment j'insiste souvent là-dessus sur les présentations de paiement, c'est vraiment sur l'utilisation et vraiment le travail avec les partenaires gaz en disant vous pouvez très bien, encore une fois, sur un écosystème local, vous avez un producteur de biométhane, vous avez une station locale, vous pouvez très bien avoir un partenaire gaz local qui fait la maintenance, c'est-à-dire que, grosso modo, on travaille sur un PIB local, on n'est pas sur quelque chose qui est externalisé avec un prestataire qui vient de je sais pas nous, d'une autre région. On peut vraiment avoir tout un écosystème où voilà, on travaille sur local 100%. Il y aura des véhicules gaz, je travaille sur du local, alors verser. Comment ça, Il y aura de poids lourds sur le gaz. ouais. La source locale ne sera plus suffisante. Alors, si, parce qu'aujourd'hui, nous, les objectifs, et comme disait Pascal, notre objectif de croissance en termes de gaz vert, il est exponentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une technologie voilà, qui a des volumes où, comme je le disais, en 2023, l'objectif, c'est que la consommation de bio pour 50% de consommation. L'objectif en 2033, c'est qu'on va compte à 60%, mais pour autant, derrière la consommation, certes, la consommation de gaz vert va augmenter, mais les consommations des maisons vont chuter. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le bâti, dans le jargon, et grosso modo, une maison qui est construite aujourd'hui émet, on sait, 2 fois ou 3 fois moins qu'une maison qui a été construite il y a quelques années. Donc, étant donné que les consommations unitaires des maisons vont chuter, forcément, si on augmente le pourcentage de gaz vert dans les maisons, il faut que ce gaz vert soit utilisé. Aujourd'hui, le débouché qu'on a, c'est que ce gaz vert qui est produit va être utilisé sur un usage immobilier. Et puis on est encore au tout début d'une filière méthanisation. Il reste encore tout à faire en méta. 1600 installations en France, on a à peine retrouvé le niveau des années 50 avant les 30 glorieuses. Donc voilà. Et encore qu'on avait estimé à l'époque sans faire d'état des lieux complet. Mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui sur la région, Pascal, je pourrais le confirmer, aujourd'hui le gaz vert, ça représente 30% des consommations de la musique. L'objectif, c'est d'arriver à 11% en 2023, il me semble. Et voilà, l'objectif en histoire, c'est-à-dire que techniquement, sur le pipe d'affaires qui est aujourd'hui validé et qui va lancer cette en construction, on a quasiment, c'est plus 1000 installations en France, en tout cas. En construction, non, en construction, en projet. En projet, c'est-à-dire les installations, on va dire, en réflexion administrative, parce que c'est assez long, hein, il faut à peu près 3 ans pour qu'un projet sorte de terre. Entre l'idée et le premier normomètre cube injecté, c'est minimum 3 ans.
Mais dans ces étapes-là, il y a des étapes de réservation de capacité, etc. Il y a plus de 1000 projets en gestation qui, normalement, on va dire, 2025-2026 devraient être opérationnels, quoi, si on prend des délais à peu près corrects en termes de développement. Donc après, on a des grosses variables sur les territoires. Là, actuellement, on va citer Bourbonne-les-Bains, qui est une petite commune, un méthaniseur, et à lui seul, il assure 65% des besoins gaz sur cette commune-là. Donc, il y a des capacités, et puis vous allez avoir des territoires, si on prend la zone parisienne ou Nancy, on est à quelques pourcents, même pas 1 ou 2% de gaz dans le réseau là. Donc, je veux dire, il y a des grandes disparités. On met tout en œuvre pour aller chercher le gaz ou des produits donc, en rural pour l'amener en local. Après, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y aura aussi, ce qui est souligné par rapport au transport, certainement des fléchages plus marqués sur ces besoins technologiques où on parle beaucoup d'hydrogène, mais la maturité du projet hydrogène, c'est à une échelle de 10 ans. C'est-à-dire avant d'avoir en masse de la production d'hydrogène et des outils de consommation d'hydrogène, si tout va bien, c'est minimum 10 ans. Or, les besoins sont maintenant, les réglementations, les abus sont applicables dans les mois ou années qui viennent, et la seule solution sur le transport lourd qui va répondre aux besoins actuellement, c'est le gaz, d'autant plus s'il est biogaz. Donc, on a des fortes chances d'avoir un fléchage assez fort du biométhane vers la solution de transport lourd, marchandises ou personnes, parce que c'est la seule qui existe et qui est disponible à l'instant T. Si on veut progresser sur ces chemins-là, et qui est nécessaire, tout comme les travaux publics, tout comme le transport maritime, etc., ces solutions lourdes, l'électrique n'y répond pas, ou alors de manière vraiment complètement irrationnelle, alors l'hydrogène, mais qui est loin d'être en maturité technologique. Donc on voulait vous présenter cette solution-là parce que ça fait partie de l'ensemble utilisable actuel et panel de la méthanisation. Et donc, pour mémoire, par rapport au schéma de production, donc on produit du méthane, on vient de voir l'utilisation de ce méthane-là, mais il y a quasiment autant de CO2 qui est émis et généré sur le site. Alors, on est sur du CO2 biogénique. Il est bon de rappeler que le CO2 biogénique n'est pas comptabilisé comme élément contribuant au réchauffement climatique, car il est immédiat. Il vient d'une source qui a été, je dirais, produite dans l'année, consommée dans l'année. C'est-à-dire, c'est des plantes ou des matières qui ont été, je dirais, issues de la photosynthèse et de la captation du CO2. Et on va les transformer pour les rejeter. On est dans une boucle fermée, donc ça ne participe pas au réchauffement climatique, à contrario des énergies fossiles. Là, on vient rajouter à ce stock-là, tournant, on vient de rajouter du CO2 supplémentaire. L'intérêt d'utiliser ce CO2 biogénique en substitution du CO2 fossile permet d'améliorer, on va dire, la performance globale de l'entreprise sur ce schéma. Et n'ayant pas une bonne vision du marché du CO2, et que nous avons aidé à avoir un peu une vision un peu plus claire. Et donc, c'est l'objet de la présentation suivante. Merci pour cette introduction. Donc peut-être pour me présenter à ceux à qui je n'ai pas parlé et à ceux qui sont en visio, donc je suis Katia Lamuzel, chargée de mission chez Agria Grand Est, qui est une association d'industrie agroalimentaire à la base, mais aussi qui s'est diversifiée sur les agro-ressources. Donc on accompagne les entreprises de la région Grand Est et on a aussi un volet plus ressourcement, études de cas pour pouvoir vraiment transmettre à ces industries le meilleur de l'innovation présente sur la région. Donc, on est aussi sur des sujets plus amont, comme là, pour le cas, le CO2 biogénique et quels sont, du coup, les usages en agroalimentaire de ce CO2. Essayer de cartographier ça sur le Grand Est au niveau des usages, de la qualité, des quantités. On verra ça ultérieurement dans la présentation. Mais voilà, GRD est venu avec cette demande et
Dans le cadre de cette demande, on a été accompagné avec, on a travaillé en commun, pardon, avec l'IDEX et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, puisqu'en fait, on a fait une cartographie en Grand Est, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les chiffres de la région Grand Est, puisque c'est moi qui ai mené l'enquête sur cette région. La présentation, elle va se scinder en 4 parties, avec une partie plus introductive sur le marché du CO2 très rapide, mais voilà, présenter quelques chiffres et pourquoi on a mené cette enquête, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place. Ensuite, la méthodologie employée rapidement, puis le vif du sujet avec les résultats et une partie plus ouverture sur quels seraient les usages de demain avec les méthaniseurs de ce CO2. Alors, en termes de production actuelle de CO2 sur le territoire national, mais aussi plus visé sur le Grand Est, donc on a quand même des unités de production, à savoir donc le CO2, c'est souvent un coproduit, donc on ne va pas produire du CO2, c'est issu d'autres unités. On a des unités de production d'ammoniac qui vont produire pas mal de CO2 et pour le coup, ils vont le capter. Ça va faire des grandes quantités tout de même sur ce genre d'usine et qui vont être rapidement réparties sur le territoire. On a des unités de captage aussi sur des productions de bioéthanol. Donc, on peut dire qu'il est un peu plus biogénique celui-ci. Et on a quelques unités de stockage sur le territoire, mais on voit que dans le Grand Est, on a des bons représentants qui produisent une bonne partie de la quantité présente sur la France. Donc, on a notamment Air Liquide, avec une unité de bioéthanol qui capte le CO2 de cette unité. ACP, Air Product, et on a Mézer, j'ai oublié le prénom, mais bon, un autre fournisseur de CO2. Mais tout ça pour dire que sur le Grand Est, on a déjà beaucoup de production, on a déjà beaucoup de CO2 présent qui peuvent être utilisés par nos industries agroalimentaires. Le marché du CO2, donc, il est capté via production d'hydrogène, d'ammoniac, de bioéthanol. Il est en grande majorité utilisé par les industriels, donc à 70%. On voit qu'il y a de la congélation, de la conservation des aliments sous gaz contrôlé. On peut l'utiliser dans les abattages aussi, avec l'étourdissement des animaux. Et fabrication de boissons gazeuses et d'autres usages un peu moins communs, mais qui, on verra via l'étude, existent sur le territoire. Et ensuite, on a une consommation plus dans les autres industries tertiaires, donc sur de la chimie, sur de l'agriculture. On verra aussi sur l'enquête, on a un peu sondé le marché agricole et d'autres activités plus globales. À savoir, donc l'IDEX qui nous a aussi accompagnés sur cette étude, ils ont vraiment regardé au niveau des autres industries. Donc pour le coup, quand l'étude sortira quelques mois, vous pourrez voir justement quels sont les autres usages, pas forcément en agroalimentaire, mais aussi sur d'autres industries, et les nouveaux usages aussi par la suite de ce CO2. Mais là, je vais me concentrer sur l'agroalimentaire et un petit peu l'agricole. Donc la mission, ça a été de réaliser une étude de marché sur les usages en Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. On a eu une première étape avec les partenaires sur quels sont les usages connus. Une seconde étape d'enquête sur le Grand Est, sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur les usages industrie agroalimentaire et ressources et agriculture, et sur les autres industries. Et ensuite, l'IDEX s'est concentré sur les nouveaux usages pertinents. Les objectifs, donc identifier les secteurs utilisateurs et les entreprises utilisatrices de chaque secteur. Caractériser la consommation actuelle de chaque secteur. Donc, vous verrez dans l'enquête, on a demandé quelles sont les quantités, les qualités, le prix, quelles sont les caractéristiques logistiques et techniques qui sont importantes pour eux, et est-ce qu'ils savent d'où provient leur CO2, parce que elles ne sont pas tous au courant. On avait aussi pour objectif donc, de caractériser la demande au niveau de la saisonnalité, de l'évolution moyen-long terme, le côté logistique et les côtés fiabilité de l'approvisionnement. Et un côté plus qualitatif, donc que pensent-ils du CO2 biogénique? Est-ce que c'est un CO2 qui les intéresse? Est-ce qu'ils ont envie d'aller sur ce secteur ou est-ce qu'ils n'ont pas plus entendu parler, ils ne connaissent pas, du coup ils vont en découvrir.
Du côté je vais aller rapidement là-dessus parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais le déroulement de l'enquête, on a vraiment donné aux industriels, donc on a fait beaucoup de phoning, voilà, c'était la manière la plus pratique d'aller leur demander leur usage de CO2. Et après, c'était beaucoup de traitement de données par la suite sur ces analyses et essayer d'en ressortir des informations. Sur le tableau présent, c'est vraiment toutes les questions qu'on leur a demandées. D'une part, quelle est la forme du CO2 utilisé, liquide, gazeux, solide? Quelles sont les applications pour leurs process? Quelle est la quantité annuelle utilisée? Est-ce qu'ils connaissent la pureté? Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans l'année? Si oui, quelle est la période de besoin? Est-ce que l'approvisionnement est fiable de par le fournisseur? Est-ce qu'il y a une évolution à future à prévoir de la consommation? Si possible, quel est le fournisseur et le prix d'achat? Et après, on avait un côté plus sensibilité au CO2 biogénique. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est le CO2 biogénique? Est-ce que vous avez une appétence pour ce type de CO2? Est-ce que le côté impact environnemental présupposé du CO2 biogénique, qui est moindre par rapport au CO2 actuel, on va dire pétro-sourcé, vous intéresse? Est-ce que le côté produit localement vous intéresse aussi? Et si si vous êtes d'accord avec tout ça, quelles seraient les conditions pour utiliser ce CO2 biogénique? On a recensé le plus d'entreprises possible. On est allé voir donc, des entreprises agricoles parce que d'après notre bibliographie amont, on a vu que voilà, il y avait des viticulteurs qui utilisaient du CO2, il y avait potentiellement des coopératives agricoles, des serristes, des maraîchers, voilà, dans l'agriculture, on a de l'usage de CO2. Et après, en agroalimentaire, on a visé très large parce que c'est un gaz qui est pas mal utilisé. Donc, pareil, on a visé très large. En termes de résultats, donc ça, c'est pour l'effectif en grand test. Donc, on a eu au total 59 répondants. Et sur ces 59, il y en a 37 qui utilisaient du CO2. On est sur une bonne partie, comme on peut voir, de représentants de fabrication de la bière, qui, on verra par la suite, peuvent aussi produire des boissons gazeuses. On a eu quelques charcutiers qui ont répondu aussi. Du côté de la vinification aussi. Fabrication de fromage, on a eu un répondant. On a eu dans le commerce de fruits et légumes. Donc ça, c'est plus le côté conservation des légumes. Et du côté des agriculteurs, on a eu un retour de viticulteurs, de producteurs de spiruline aussi. Il n'y en a pas beaucoup encore sur le Grand Est, mais c'est des gros consommateurs. On est allé voir aussi les coopératives agricoles. Donc, eux, l'usage, en Grand Est, il n'y en a pas d'usage de CO2, mais on a vu qu'il y avait une technologie de désinsectisation des silos de blé, enfin des silos, mais ce n'est pas encore utilisé. C'est une technologie un peu plus coûteuse, puisqu'en fait, il faut changer tout le silo. Il faudrait mettre tout sous une poche, alors que là, il me semble que les silos sont perforés et aérés. Donc, il faudrait changer tout le système, mais c'est une technologie qui existe. Tac, donc ça c'est bon. Là, on reprend du coup les usages qui ont été identifiés. Donc on voit les producteurs de boissons utilisent beaucoup pour la carbonatation des boissons, donc les brasseurs enfûter leurs boissons. Les brasseurs utilisaient aussi quand même pour vider les fermenteurs, pour on va dire inerter un peu leur matériel. Saturation en CO2 des cuves et des tuyaux, c'est aussi les brasseurs. On a une production de froid aussi qui peut être présente. Le CO2 est un bon usage pour produire le froid. Neutralisation des eaux de rejet. Ça, c'est aussi un usage qu'on peut retrouver dans les stations d'épuration. On aurait pu aller plus loin sur ce sujet-là et aller pas forcément sur les industries agroalimentaires, mais sur les stations d'épuration peut-être plus communales. Les cultures sous serre et la conservation des aliments. Donc ça concernait principalement les fromagers et les charcutiers.
et une partie de congélation-surgélation. Pas beaucoup de représentants, mais d'après la bibliographie, ce serait plus important sur le territoire. D'après l'enquête, on n'a pas eu beaucoup de retours. Là, je vais vous présenter donc les résultats par secteur plus prépondérant. Donc les boissons, les charcutiers et les fromagers qui ont à peu près le même usage, et le secteur agricole. Pour ce qui concerne les boissons, on a eu 22 du secteur boissons, donc 21 brasseries, 3 producteurs de boissons rafraîchissantes. Donc les brasseries peuvent être producteurs de boissons rafraîchissantes, la somme ne fait pas 22, et un producteur d'eau pétillante. Pour une quantité totale de presque 6000 tonnes de CO2 que du liquide. À savoir, dans ces brasseries, on a eu les gros brasseurs de la région Grand Est. Donc, c'est pour ça que les tonnages sont assez importants. Il me semble qu'il y avait 5800 tonnes pour les gros brasseurs et après, le reste était des petites brasseries de la région. C'est pour ça qu'on voit la quantité annuelle moyenne par entreprise est autour de 328 tonnes. C'est ce chiffre à prendre à la légère, du coup. On a un prix moyen qui dépend énormément de si on est un gros brasseur ou un petit brasseur. Les petits brasseurs vont utiliser des bouteilles de 10 kg de CO2 liquide et qui vont se situer entre 2000 et 4500 € la tonne. Alors que le CO2 qui est stocké en cuve, donc à usage plus important, c'est entre 110 et 160 € la tonne. On voit un immense écart entre les deux usages. Pour ceux qui sont stockés en cuve, la plupart utilisent donc un contrat avec le fournisseur où la cuve est louée, et donc il y a des frais de location aussi à ajouter à cette somme. Les usages, je les ai dit précédemment, donc carbonisation des boissons, service des boissons, vider les fermenteurs et saturer les cuves et les tuyaux. La qualité, principalement alimentaire, food grade. De toute façon, ça va être ça pour toute l'industrie agroalimentaire, principalement. Et bon, là, pour la partie stockage, 99% des stockages sont faits en citerne et en cuve. C'est parce qu'on a le biais des grosses brasseries. Une saisonnalité pour 3% des tonnages, principalement en été, printemps-été, quand les apéros reviennent, on va dire. Et fiabilité de l'approvisionnement. Pour la majorité des répondants, on a un approvisionnement fiable, sauf une grande brasserie. Et on a une évolution de la consommation à prévoir en augmentation pour 18% des répondants, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui représente en fait toutes les microbrasseries ont un objectif d'augmenter leur production. Ça, c'est une cartographie qui présente une estimation. J'ai utilisé les ratios qu'on avait récoltés dans l'enquête pour les rapporter aux brasseries présentes sur tout le Grand Est par rapport à leur nombre de salariés. Donc là, on a en face de nous les tonnages hors de l'enquête, donc le restant, on va dire, sur le Grand Est, principalement des petites brasseries, puisque les grandes brasseries, on les a toutes eues. Donc là, c'est vraiment les petites brasseries. Et par département, quel tonnage ça représenterait en CO2. On voit, voilà, en Alsace, on principalement sur l'ex-région la plus consommatrice. Et c'est assez parlant, je trouve. Alors ensuite, on a les charcutiers et fromagers. Là, on a des plus petites quantités, toujours du liquide, un peu moins de 100 tonnes et une quantité moyenne de 46 tonnes par entreprise. Là, on a un prix moyen un peu plus supérieur aux petites brasseries, entre les petites brasseries et les gros consommateurs stockage en cube. Sauf que ce prix moyen était fourni par un seul répondant. Donc, prendre ça aussi avec des pincettes. Usage principalement pour de la conservation d'aliments, donc en barquette, ou pour ce qui est du fromage, c'est fromage typé mental que vous retrouvez en magasin conservé sous un gaz inerte. Et un usage pour le groupe froid, mais ça reste des quantités minimes puisque c'est bien un cercle fermé. À moins qu'il y ait des fuites de CO2, ils ne vont pas en consommer dans les qualité food grade. Et on a une particularité pour ces secteurs, c'est qu'on a un mélange avec de l'azote. Pour le coup, il faut faire attention à ça. C'est pas du 100% CO2, c'est 70-30, 70% d'azote, 30% de CO2 ou 50-50. Stocké en cuve.
pour la plupart des tonnages. Et consommation plus sur la période estivale aussi, donc une saisonnalité, et ils trouvent tous que l'approvisionnement est fiable de leur côté. Et pour 2 des 5 répondants, on a une augmentation des usages dans les gaz de conservation à venir dans les années. Et ça prend aussi en compte l'azote. Là, j'ai fait le même exercice avec les entreprises charcuterie. Il me semble que c'est que les charcuteries supérieures à 50 salariés, parce que j'avais que des répondants avec des entreprises supérieures à 50 salariés, donc j'avais pas à faire cet exercice avec des plus petits charcutiers. Avec aussi des tonnages intéressants. Et enfin, le secteur agricole. Sur le secteur agricole, donc comme je l'ai dit, il y a des spiruliniers sur le Grand Est. On a eu un répondant spirulinier, 2 céristes et un viticulteur. Donc ça représente à peu près 50 tonnes liquides pour ces répondants, avec pour le CO2 stocké en bouteille, donc on retrouve à peu près les mêmes chiffres que les petits brasseurs, donc 3 726 € la tonne. Et là, on avait des bonbonnes de 300 kg, 350 € la tonne. Donc, des usages pour culture sous serre, fertilisation des microalgues ou la désinsectisation des récoltes. Pour le viticulteur, c'est inerter en fait la cuve de vendange. Là, on est plus sur pour ce qui est céristes et microalgues, on n'est pas sur des usages alimentaires, enfin des qualités alimentaires. On peut être sur des qualités moindres que l'agroalimentaire. Et une saisonnalité pour la culture de microalgues avec une augmentation d'avril à septembre. Et bien sûr la viticulture en fonction des vendanges. Et pour les céristes, c'est variable selon le calendrier de l'implantation de culture. Stabilité des consommations à venir et approvisionnement stable. Donc ça, l'approvisionnement, de manière générale, il était bien vu et il n'y avait pas trop de problèmes, sauf un gros brasseur, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est sur la région Grand Est. Je sais que sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a plus de difficultés, il me semble, sur les brasseurs. On a des usages moins répandus, donc du CO2 pour de la cryogénisation, surgélation, du CO2 pour le groupe froid, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très peu de quantité de consommation, et du CO2 aussi pour baisser l'acidité en laiterie. Il me semble que ça existe, baisser l'acidité au CO2, et en station d'épuration aussi. Spécificité plus liée au Grand Est, donc j'avais appelé pas mal de viticulteurs, mais au final c'est l'azote qui prédomine sur le CO2 pour inerter les cuves. Donc on a vu qu'on avait un grand nombre de petites brasseries qui maillent le territoire. J'avais retrouvé le chiffre, donc 227 qui produisent tout de même 52 hectolitres sur le Grand Est, donc ça peut être des petits consommateurs présents sur cette région. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les grandes brasseries, elles tendent à capter leur CO2. Donc au final, leur CO2 de fermentation, elles ont l'outil de captation pour derrière réutiliser ce CO2 dans leur fût ou autre utilité. Donc c'est peut-être pas des entreprises vers lesquelles aller, puis déjà elles consomment vraiment des grosses quantités. Donc un méthaniseur ne pourra jamais répondre à leurs besoins. Et voilà la spécificité des charcutiers qui sont sur de l'azote et du CO2 en mélange. Ensuite, le CO2 biogénique, pour la plupart, la majorité ne connaissait pas. Mais ils étaient tout de même intéressés aussi pour la majorité, après leur en avoir parlé et leur présenter qu'est-ce que le CO2 biogénique, leur demander aussi d'où provient leur CO2, est-ce qu'ils avaient conscience de ça. La plupart ne savaient pas. Donc je pense que le fait de leur en parler, ça leur a mis la puce à l'oreille et c'est quelque chose qui les intéresse en tout cas. Pour ce qui est des conditions d'usage du CO2 biogénique, on est voilà, sur les petits consommateurs, pardon, c'est surtout ne pas changer la logistique actuelle, ne pas changer les prix, rester sur la même stabilité et la même fiabilité que les fournisseurs actuels. On retrouve les mots prix similaires, pureté. Le critère de pureté est très,
très demandé, puisque voilà, ils peuvent se dire que voilà, ça provient d'une unité de méthanisation, que ce CO2 va être si pur que les autres fournisseurs. C'est des choses qui leur importent beaucoup. Donc, voilà, il faut avoir le bon discours avec ce CO2-là, que voilà, on peut, en le captant, en l'épurant, avoir les mêmes conditions. Donc, le côté tarifaire, alimentaire, prix et stabilité. Et 80% des répondants considèrent que la production locale à moindre impact renforce l'appétence. Là, c'était un petit graphique pour vous présenter les prix à la tonne par rapport au type de stockage. Donc, on retrouve ça peut aller des bouteilles de 5 kg à les cuves qui sont remplies du vrac, on va dire. Vous voyez bien. Donc, voilà, on voit une énorme variabilité selon le stockage, allant de 4 200 € la tonne ou 155 quand c'est en vrac. Là, je vais partir sur plus l'ouverture avec cette enquête. Où est-ce que ça nous amène? Tout d'abord, Pascal l'a bien rappelé, mais voilà, il y a un réel intérêt environnemental sur ce CO2 biogénique. Si on reprend, voilà, ça arrive. Si on reprend bêtement les formules de la production du CO2 fossile, là j'ai pris pour la production d'ammoniac surtout. On voit qu'on va produire réellement du CO2 dans l'atmosphère. Voilà, il n'a pas été capté à la base, alors qu'en face, on a un CO2 qui est capté par la biomasse, méthanisé, et si capté et distribué localement, a un intérêt environnemental plus intéressant. Là, c'est donc l'IDEX qui a sorti ces chiffres. On est sur les coûts de captage du CO2, donc qui reste tout de même important. La production de gaz, donc c'est la 4e ligne. On voit qu'on est aux alentours de, il me semble, 30 € la tonne de CO2 de captage pour un méthaniseur, du coup. Mais on n'est pas non plus sur des chiffres aberrants comparés aux projets de capture atmosphérique du CO2. Si on regarde où ils sont à 300 € la tonne. Ça, c'était une cartographie sur l'estimation du potentiel maximum de production de CO2 par an en Grand Est. En fait, j'ai repris juste les données de méthanisation, leur quantité de production de biogaz, et du coup, de CO2 par la suite. Donc, on a quand même des gros tonnages par département. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. On est par exemple sur la Meurthe-et-Moselle à 18 000 tonnes par an de CO2 qui pourraient être produits et potentiellement captés. Par rapport à ça, il y a un chiffre qui peut être retenu assez facilement. Une unité de méthanisation, vous prenez sa puissance en injection. Vous prenez sa puissance, vous multipliez par 10,5 et ça vous donne à peu près le tonnage de CO2 qu'elle produit. Donc, la visite de l'unité de ce matin, il y a 2600 tonnes de CO2 produits à l'année, gérées à l'année sur ce site. C'est des belles quantités. On considère que 100 €. Quoi capter, je sais pas, vous allez peut-être en parler un peu. Je ne sais plus si je l'ai affiché. Le site de l'État en Est. Alors après, ça va dépendre. La captation et le gros coût, en réalité, c'est effectivement lié au transport. C'est-à-dire comment j'emmène ce CO2 à une consommation la plus locale possible, parce que le coût de transport est très élevé. Et donc, on est voilà, à des coûts qui peuvent aller de 600 000 à 1 million, 1,2 million, toute la chaîne confondue. Hein. Il faut l'outil de transport, il faut les outils de liquéfaction, etc., etc. Donc, ça se calcule plutôt sur des sites à partir de 150 à 200 € mètre cube
le volume pressenti à l'investissement, on entre dans un cadre potentiel de rentabilité. Parce que c'est ultra rentabilisé, là. C'est-à-dire 5 000 par an, c'est rentabilisé. Il y a beaucoup de facteurs, ça c'est une cas par cas. Du coup, je veux bien que tu remettes la diapositive. Au niveau des avantages sur ce côté capture et épuration de CO2, on l'a vu sur des coûts d'épuration compétitifs par rapport à d'autres filières. Et des applications sans étape de purification peut être envisagées. Bon, ça c'est vraiment pour le côté peut-être plus agricole. Et en agroalimentaire, pour le coup, il faudra absolument rester sur de l'alimentaire ou du food grain. Au niveau des inconvénients sur cette capture-épuration, on l'a vu, c'est des coûts même importants en comparaison avec d'autres performances dans l'industrie, où on a des 15 € la tonne de CO2 possible. Et bon, faible volume de production par unité, ça c'est peut-être à revoir en fonction des usages derrière de ce CO2, vers où il peut aller. Si c'est des petits consommateurs de CO2, il peut être un intérêt. Au niveau du transport et conditionnement du CO2, on a des unités de production diffuses et déployées sur le territoire. Ça peut bien mailler. On l'avait vu avec la carte tout à l'heure, les unités de méthanisation et BS, les industries agroalimentaires, ça colle bien, donc il y a peut-être un intérêt. Et une proximité du coup avec les consommateurs sur des zones un peu plus excentrées. Par rapport au nombre de clients limité, du fait des faibles volumes, une absence d'économie d'échelle dans le transport et dans le conditionnement. Ça, c'est peut-être à revoir en fonction du vrai maillage des industries agroalimentaires. Et valorisation d'un CO2 vert et local, bien sûr, et une production continue dans l'année, qui peut être un avantage ou un inconvénient en fonction des usages. On l'a vu tout à l'heure, il y avait peut-être plus d'usages durant la période printanière ou estivale. Et sans mesure corrective, alors ça c'est des informations d'IDEX que je reprends, mais peut-être il y a une variabilité de la qualité du CO2 issue des unités de méthanisation. Et il faudra être hyper vigilant là-dessus pour proposer aux industriels une qualité assez pertinente. Et je l'avais dit aussi tout à l'heure, une perception d'un risque sanitaire par rapport aux industries agroalimentaires. C'était une ouverture sur quels seraient les potentiels positionnements qui proposeraient du CO2. Est-ce que ce serait une stratégie d'intégration avec les gros fournisseurs ou est-ce qu'on serait plus sur une stratégie de différenciation? Stratégie d'intégration, c'est aller voir Air Liquide et Linde, etc. et leur proposer une nouvelle offre de CO2 locale. Peut-être des faibles volumes, mais avec un intérêt plus marketing sur le côté environnemental. Et stratégie de différenciation, c'est aller directement vers le consommateur. Mais ça apporte des coûts différents sur la captation, la logistique et le transport de ce CO2 vers le consommateur final. Donc, en synthèse de tout ce que je viens de vous dire, ce marché du CO2, il reste un marché de niche. Il est estimé à 80 millions d'euros sur le marché français. Mais ça peut être intéressant de le mettre en parallèle avec des petits consommateurs sur des petits producteurs de CO2, des petits consommateurs de CO2. Le marché, il est assez concentré sur la production et la distribution. On a des grands acteurs qui dominent ce marché. Est-ce que les intégrer serait la bonne façon de faire? Et pour certains de ces usages, les volumes sont saisonniers. On a une demande très fractionnée par rapport aux différentes gammes d'utilisation, différents volumes, différentes euros la tonne. On l'a vu sur des petits brasseurs ou des grands brasseurs, sur des chiffres assez différents. Et le conditionnement et le transport, ils peuvent représenter des coûts importants. La distance peut être aussi un facteur aggravant et la quantité de consommation. On est sur des volumes qui sont faibles, mais peut-être que les unités de méthanisation qui ne produisent pas énormément non plus pour répondre à ces volumes faibles. Et peut-être que dans les années à venir, on aura des solutions plus intéressantes de captation et à moindre coût.
Et pour le coup, ça pourra répondre à des enjeux des méthanisations qui n'ont pas forcément les moyens dès maintenant de mettre une unité de captage et stockage de CO2. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Là, si vous avez des questions, sûrement. Je vais regarder sur le chat en même temps. Les 80 millions, vous disiez tout à l'heure que la Ouais. conso, elle est 1100 tonnes en France. Ouais. C'est-à-dire que vous considérez une tonne à Bah, du coup, ce serait pour les gros consommateurs, effectivement. Parce que du coup, sur les premiers chiffres que je vous avais donnés via l'enquête, ça allait minimum 100 € la tonne, je crois. Ça peut être sur les industries. Pour vendre à 100 €. Parce que c'est un marché qui est naissant de par, je dirais, deux facteurs. Un facteur disponibilité, parce qu'effectivement, la production d'ammoniac, elle est soumise à des aléas prix énergie. Donc, c'est un coproduit de la fabrication, et donc il y a des usines à l'arrêt en termes d'énergie et des interrogations sur la délocalisation de la production. Et donc, des acteurs actuels gestionnaires du CO2 se posent des questions en termes d'apport, enfin de continuité en termes d'approvisionnement. Donc, ils sont intéressés à des sources variées. Et sur ces gros acteurs-là, au vu des différents contacts, effectivement, on est plutôt sur des notions entre 40 et 80 € la tonne d'achat de leur part par rapport à ces grosses sources-là. Derrière, il y a toute la logistique qui est impliquée et qui génère des coûts énormes parce que les lieux de production sont très centralisés. Et donc, l'un des enjeux par rapport au CO2 biogénique en termes de coûts, il y a la captation qui est très chère par rapport à ces grandes entreprises et ces gros lieux de production. Par contre, où on peut jouer et gagner, c'est sur le transport. Et donc, avoir des lieux de production proches des lieux de consommation, on peut gagner énormément sur le transport, ce qui met en adéquation peut-être plus facilement le coût final d'usage. Et ce qui ressort de ce qui est sorti, c'est qu'il y a une telle diversité de formes d'utilisation de CO2 en bouteille, en vrac, etc. Ça va nécessiter pour chaque projet quand même de creuser quelle est la solution la plus adéquate dans un rayon de proximité pour arriver à toucher le consommateur. Et c'est quelque chose qui est en effervescence en ce moment, et on commence à avoir des contacts plus généraux sur la méthanisation. Et donc, comme on est un acteur dans le monde de la méthanisation, on est appelé, pas régulièrement, mais on a été plusieurs fois appelé par des acteurs pour voir ce qui était possible en termes de récupération de ce CO2. Donc, c'est un marché naissant en termes de valorisation.